La Floride a déversé un demi-million de tonnes de coquilles d'huîtres au large de ses côtes, et ce qui s'est formé ensuite a laissé les scientifiques chercher des réponses à toute vitesse. Ces coquilles n'avaient rien de sophistiqué, aucun plan précis ne guidait leur dépôt. C'étaient des restes, grattés d'assiettes et évacués d'usines de fruits de mer, chargés sur des barges, puis déversés dans le golfe du Mexique entre 2007 et 2024. Personne ne s'attendait à quoi que ce soit d'extraordinaire. Les critiques dénonçaient un déversement océanique irresponsable. Les pêcheurs craignaient que cela ne détruise ce qu'il restait des écosystèmes côtiers fragiles de Floride. Même les scientifiques directement à l'origine du programme se préparaient à un échec. Pourtant, quelque chose s'est produit sur ce fond marin du Golfe qui a contredit toutes les attentes, tous les délais et toutes les hypothèses sur le fonctionnement de la nature. Une étendue morte au fond de l'océan a commencé à se transformer en quelque chose de vivant, plus rapidement, plus densément, et de manière bien plus complexe que tout ce que les données avaient pu prévoir. Ce qui s'est formé là-bas n'était pas simplement un récif, c'était quelque chose qui continue de s'étendre encore aujourd'hui. Et la façon dont cela s'est produit va changer entièrement votre façon de concevoir l'océan. Entre 2007 et 2024, la Commission floridienne de conservation du poisson et de la faune sauvage a mené l'une des expériences côtières les plus controversées de l'histoire de cet État. Le principe en était presque absurdement simple. Collecter des coquilles d'huîtres mises au rebut dans des restaurants et des usines de traitement de fruits de mer à travers toute la Floride, les transporter par camion jusqu'à la côte, les charger sur des barges, puis les jeter dans le golfe du Mexique près de Cedar Key. Plus de 500 000 tonnes en tout. Nous mourrons. La qualité de l'eau en général se dégrade sous l'effet de 1000 petites blessures, et au milieu de tout ça, il y a une grande plaie ouverte avec ses rejets qui continuent. L'opposition a été immédiate et virulente. Des associations environnementales ont qualifié l'opération de déversement sauvage déguisée en démarche de conservation. Elles avertissaient que les coquilles allaient étouffer ce qui subsistait de vie sur le fond sableux et meuble. Les pêcheurs locaux, qui travaillaient ces eaux depuis des générations, redoutaient l'ensevelissement par les sédiments, la perturbation des courants et la destruction définitive de zones de pêche sur lesquelles leurs familles s'appuyaient depuis plus d'un siècle. Ces critiques n'étaient pas marginales. Elles étaient bruyantes, crédibles et appuyées par de véritables préoccupations écologiques. Pourtant, la commission a persisté. Leur raisonnement était clair et direct. Ces coquilles allaient finir en décharge de toute façon. Si elles avaient la moindre chance de servir de substrat récifal, l'expérience méritait d'être tentée. Voici le problème. Personne, pas même les scientifiques qui avaient conçu le programme, ne s'attendait à ce que cela fonctionne aussi vite. Quand les premières équipes de surveillance sont retournées sur les sites de dépôt 18 mois après les premiers lâchers de coquilles, elles s'attendaient au pire. Ce qu'elles ont trouvé à la place a fait s'arrêter le docteur Kiski, spécialiste des habitats à coquillages, auprès de la Commission floridienne de conservation du poisson et de la faune sauvage, au milieu d'une phrase lors d'une réunion d'équipe. La vie colonisait les monticules de coquilles, pas en 2 ou 3 ans, le délai habituel pour tout projet de récif artificiel. En quelques mois seulement, des regroupements d'organismes marins se formaient à des rythmes sans précédent dans la littérature scientifique. Les coquilles n'agissaient pas comme de simples débris passifs. Elles fonctionnaient comme des déclencheurs biologiques. Et personne ne pouvait pleinement expliquer la rapidité de ce qui se déroulait. Mais voilà ce que personne n'avait anticipé. Pour comprendre pourquoi tout allait si vite, il fallait regarder quelque chose d'infiniment petit, pratiquement invisible à l'œil nu. Et ce qui se passait là-bas était bien plus étrange que quiconque ne l'avait imaginé. Les premiers arrivants n'étaient ni des poissons, ni des huîtres. C'étaient des bactéries. En quelques jours à peine après que les coquilles eurent touché le fond, des bactéries microscopiques ont commencé à coloniser les surfaces de carbonate de calcium, formant de minces biofilms, de véritables tapis vivants structurés qui transformaient des coquilles mortes en micro-habitats fonctionnels. Il ne s'agissait pas de patchs bactériens aléatoires. C'était une infrastructure biologique organisée, posant les fondations de tout ce qui allait suivre, et par-dessus tout, les coquilles elles-mêmes réalisaient leur propre chimie.
Les coquilles d'huîtres sont principalement composées d'aragonite, une forme de carbonate de calcium qui se dissout lentement dans l'eau de mer. En libérant des ions calcium, ces coquilles créaient de minuscules zones alcalines, microscopiques dans l'eau environnante. Ces variations chimiques localisées étaient exactement ce dont les organismes calcifiants, balanes, serpules, jeunes huîtres, avaient besoin pour s'accrocher et se développer. Les coquilles ne se contentaient pas d'offrir une surface physique. Elles fabriquaient elles-mêmes les conditions nécessaires à leur propre colonisation. Quelques semaines plus tard, des diatomées et des microalgues s'installèrent dans les biofilms, formant la base d'un réseau alimentaire rudimentaire. Des crustacés microscopiques et des mollusques larvaires suivirent. Ces brouteurs attirèrent les premiers juvéniles de poissons. Chaque étape nourrissait la suivante, une boucle auto-renforcée qui se construisait d'elle-même, invisible, à partir de restes de fruits de mer mis au rebut. Voilà ce que ça signifie concrètement. Les fonds sableux ne peuvent pas faire cela. Le sable n'offre aucune surface d'accroche, aucune microzone chimique, aucune complexité structurelle. Le fond mou du golfe était biologiquement bloqué. Les coquilles ont contourné ce piège entièrement. À la fin des 6 premiers mois, les surfaces des coquilles étaient recouvertes de biofilms en couches et de microalgues. Pour un observateur peu attentif, les sites ressemblaient encore à un échec, mais les échantillons d'eau et les carottes de sédiments du docteur Krimsky racontaient une toute autre histoire. En moins de temps qu'il n'en faut à un récif artificiel classique pour montrer la moindre réponse biologique, les dépôts de coquilles avaient mis en place un écosystème microscopique complet. La phase invisible était l'armature cachée. Sans les bactéries, sans la chimie de l'aragonite, sans le biofilm nourrissant les premiers brouteurs, il n'y a pas de récif, seulement du calcium, seulement du sable. L'armature était en place. Si tout cela vous épate déjà, abonnez-vous, parce que ce qui s'est passé ensuite a amené les scientifiques à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la façon dont les récifs se construisent. Le retour des bâtisseurs de récifs. Les huîtres ont besoin de surfaces dures pour survivre. C'est la contrainte fondamentale qui étranglait silencieusement la côte du golfe de Floride depuis des décennies. Les larves d'huîtres, appelées naissins, dérivent dans les courants à la recherche d'un substrat. Dans un système récifal sain, ce substrat est constitué des coquilles accumulées des générations précédentes, des siècles d'huîtres mortes superposées en une plateforme dure et complexe, filtrant l'eau, prévenant l'érosion et offrant un habitat à quelques 300 espèces différentes. Mais les récifs naturels de Floride avaient été ravagés. La surpêche, la pollution et le développement côtier avaient démantelé un réseau qui s'étendait autrefois sur des centaines de kilomètres carrés. Au début des années 2000, les larves dérivaient en eau ouverte, sans presque nulle part où se poser. Pas de substrat, pas d'implantation, pas de nouvelles huîtres. Le cycle était brisé et le golfe n'avait aucun mécanisme pour se réparer seul. Les coquilles déposées ont résolu ce goulot d'étranglement presque immédiatement. Chaque tas constituait une zone d'atterrissage concentrée, positionnée exactement là où les courants du golfe transportaient le naissin en dérive. Dès la première année, le chercheur du laboratoire marin de l'Université de Floride, le Dr Bill Pine, documenta la fixation d'huîtres juvéniles sur les coquilles déposées en nombre bien supérieur aux prévisions. Les larves trouvaient des surfaces, s'y installaient et commençaient à croître. À la 2e année, ces juvéniles étaient devenus des adultes reproducteurs. Ils produisaient leurs propres naissins qui se fixaient sur le récif existant et ajoutaient une 2e génération à la structure. Les mains humaines avaient créé les conditions initiales. La nature avait pris le relais entièrement. Voilà ce qu'il faut retenir. À la 3e année, les relevés de surveillance enregistraient en moyenne 847 huîtres par mètre cube de coquilles déposées. Les zones de fond mou voisines, sans substrat, n'en supportaient pratiquement aucune. Les récifs ne se limitaient plus non plus à l'empreinte initiale des dépôts. Les huîtres mouraient, contribuaient en coquilles et fournissaient un substrat pour la vague suivante. Croissance verticale, expansion horizontale. Le récif se construisait de lui-même.
Et puis vint le moment qui transforma entièrement la discussion autour du projet. Le capitaine de charter Mike Lance avait été l'une des voix les plus fortes contre le programme de dépôt de coquilles depuis le début. Il avait témoigné contre ce projet. Il avait prévenu que cela détruirait les zones de pêche sur lesquelles sa famille travaillait depuis 3 générations. En 2013, debout à la rambarde de son bateau au-dessus d'un des sites récifaux établis, Lant observa un banc de rascasses rouges se tenant dans le courant autour d'un monticule de coquillages et dit quelque chose qu'il n'avait jamais prévu de dire. « Je me suis trompé. Je n'ai jamais vu les poissons s'amasser comme ça en 25 ans passés sur ces eaux. Ce revirement n'était pas simplement celui d'un homme changeant d'avis. C'était l'instant où les arguments scientifiques et le vécu des habitants de la côte du Golfe s'alignèrent enfin, et les poissons n'étaient que le début de ce que ces récifs allaient accomplir. Quand les poissons arrivèrent, tout changea. Les poissons de récif n'attendent pas d'invitation. Dès qu'une structure complexe apparaît sur un fond marin sans relief, ils la trouvent. Moins de 2 ans après l'installation des récifs, les relevés effectués près de Cedar Key renvoyaient des chiffres qui poussèrent l'équipe du Dr Pine à revérifier leur méthodologie. La biomasse autour des sites récifaux avait augmenté de plus de 340% par rapport aux zones témoins. La diversité des espèces avait progressé de 280%. Ce n'étaient pas des poissons se regroupant depuis d'autres endroits. C'étaient des juvéniles survivant dans un habitat qui ne les avait jamais soutenus auparavant. Les récifs produisaient de la vie, ils ne la concentraient pas, ils la produisaient. Les rascasses rouges arrivèrent en premier, se glissant dans la structure complexe de coquillages pour se nourrir et se dissimuler des prédateurs. Les sparidés suivirent, prospérant grâce aux communautés d'invertébrés recouvrant les surfaces dures. Les flétans travaillaient les bordures. Des snooks apparurent en nombre jamais observés dans ces eaux depuis des années. Et voici ce qui est frappant. Mike Lance n'était pas le seul capitaine à avoir abandonné son opposition. Des exploitants de sorties de pêche à travers Cedar Key commencèrent à solliciter officiellement de nouveaux sites récifaux près des zones de pêche prisées, auprès de la même commission qu'ils avaient combattue 6 ans plus tôt. Les hôtels, les boutiques d'appât et les restaurants en bord de mer signalèrent tous des augmentations de revenus mesurables directement liées à l'essor marin autour des sites récifaux. La cascade écologique continua de remonter. Des pieuvres établirent leur territoire dans les anfractuosités complexes du récif. Des tortues marines réapparurent, se nourrissant des communautés d'invertébrés. Des dauphins furent observés chassant méthodiquement au niveau du récif, travaillant les bordures où les poissons se concentraient en densité. Chaque nouvel arrivant renforçait le réseau trophique en dessous de lui. Le système devenait de plus en plus complexe, de plus en plus stable et de plus en plus résilient à chaque saison qui passait. Ce qui rendait cela écologiquement significatif, et pas seulement impressionnant, c'était ce que les données confirmaient sur la nature du changement. L'équipe du Dr Pine veillait à distinguer l'agrégation de poissons de la production de poissons. Les récifs artificiels faits de béton ou de navires coulés sont connus pour concentrer les poissons déjà présents dans une zone, redistribuant essentiellement une population fixe autour d'un nouveau repère. Cela peut sembler spectaculaire lors d'un relevé, sans représenter une véritable augmentation de la vie marine. Les récifs de Cedar Key étaient différents. Le comptage des juvéniles, ces animaux nés dans ces eaux et y survivant jusqu'à maturité, constituait le principal moteur de la progression. Les récifs produisaient des poissons, créant des conditions de survie qui n'existaient pas auparavant. Cette distinction avait une importance considérable pour la façon dont les gestionnaires des pêcheries de Floride envisageaient l'avenir du programme. Mais les poissons ne constituaient qu'une partie de l'histoire. Autre chose se produisait dans l'eau elle-même, quelque chose que personne n'avait anticipé et qui aurait des conséquences bien au-delà du récif. Ces machines de filtration d'1 milliard de gallons sous les vagues. Un huître adulte filtre entre 30 et 50 gallons d'eau de mer chaque jour. Projetez ce chiffre sur des centaines de milliers d'huîtres prospérant sur les récifs restaurés. Des systèmes récifaux entiers traitaient désormais des milliards de gallons d'eau du Golfe quotidiennement,
extrayant les particules en suspension, les nutriments en excès, les bactéries nocives et les rejets agricoles, sans aucune machine, sans électricité et sans aucun coût d'entretien. La nature avait bâti une véritable station d'épuration industrielle à partir des déchets de restaurants mis au rebut. La côte du Golfe souffre d'un problème chronique de ruissellement. L'azote et le phosphore provenant des exploitations agricoles et du développement urbain se déversent en permanence dans les eaux côtières, alimentant des proliférations algales nuisibles qui troublent l'eau, asphyxient la vie marine et provoquent périodiquement des mortalités massives de poissons. Pendant des décennies, ces proliférations avaient été une caractéristique emblématique des écosystèmes dégradés du Golfe. Les récifs d'huîtres s'attaquaient à ce problème à la racine. Voilà ce que cela signifie concrètement. La clarté de l'eau autour des sites de récifs a commencé à s'améliorer de façon mesurable en seulement quelques années. Les coquilles d'huîtres entassées dans des paniers constituent une nouvelle protection contre les vagues, les marées et les tempêtes. Les niveaux d'oxygène dissous ont augmenté, les concentrations de nutriments ont chuté et les améliorations ne se limitaient pas aux zones locales. Elles rayonnaient vers l'extérieur, touchant les eaux environnantes dans un rayon croissant autour de chaque site. Une eau plus claire permettait à la lumière du soleil de pénétrer plus profondément. Les herbiers marins, habitats essentiels pour les poissons juvéniles, les lamantins et les tortues marines, ont besoin de lumière pour survivre. À mesure que les récifs clarifiaient l'eau, les herbiers ont commencé à s'étendre dans des zones qui leur avaient été trop opaques pendant des années. Et voilà le plus remarquable, les herbiers ont ensuite stabilisé les sédiments, ce qui a réduit la turbidité davantage, laissant passer encore plus de lumière, favorisant ainsi une plus grande expansion des herbiers. Une deuxième boucle de rétroaction auto-entretenue, déclenchée par la première, diffusait ses bienfaits à travers l'ensemble du système côtier. Les chercheurs ont estimé que les seuls services de filtration générés par les 500 000 tonnes de coquilles déposées entre 2007 et 2024 valaient des dizaines de millions de dollars, une valeur qui aurait nécessité des infrastructures mécaniques extraordinaires pour être reproduite. La nature l'accomplissait gratuitement. Les résultats ne se cantonnaient pas à la Floride. L'Alabama avait lancé son propre programme de recyclage de coquilles dès 2015. Le Mississippi avait suivi. La Louisiane avait initié de vastes initiatives de construction de récifs. Le projet du milliard d'huîtres dans le port de New York avait adopté le même principe dans l'une des voies navigables urbaines les plus polluées d'Amérique du Nord. Le modèle se répandait parce qu'il fonctionnait. Le concept émergent de tout cela portait un nom que les chercheurs utilisaient avec une fréquence croissante. La conception environnementale circulaire. L'idée que des matériaux autrefois considérés comme des déchets, coquilles d'huîtres, fragments de corail, calcaire, gravats, pouvaient être réutilisés comme infrastructure écologique fonctionnelle, non comme solution provisoire, mais comme une véritable stratégie de conception. Le projet de Floride n'avait pas simplement restauré un récif. Il avait démontré une philosophie qui commençait à transformer l'approche de l'ingénierie de conservation face aux littoraux dégradés. L'intérêt international s'est manifesté rapidement. Des ingénieurs côtiers au Canada, en Australie et en Europe ont commencé à étudier le modèle floridien, cherchant des solutions fondées sur la nature pour des problèmes qu'ils avaient toujours abordés avec du béton et de l'acier. Les programmes traditionnels de récifs artificiels, navires coulés, boules récifales, présentaient un mode d'échec récurrent. Ils concentraient les poissons déjà présents à proximité sans générer de nouvelles productions biologiques. Les cycles sous-jacents de reproduction, de filtration et de création d'habitats étaient absents. Les récifs de coquilles d'huîtres étaient fondamentalement différents. Ils ne fournissaient pas simplement une structure. Ils relançaient les processus biologiques perturbés par des décennies d'activité humaine, et ils continuaient à fonctionner sans investissement supplémentaire. Mais il restait encore une épreuve à venir, une que personne n'avait planifiée, une qui arriverait sans prévenir et qui déterminerait si ces récifs étaient véritablement construits pour durer. L'épreuve de l'ouragan, celle que personne n'avait prévue. Septembre 2017, l'ouragan Irma. Catégorie 4,
des vents dépassant 240 km/h, une montée des eaux catastrophique, des vagues frappant la côte du Golfe avec une force suffisante pour éroder les plages et remodeler les littoraux. En une nuit, les communautés côtières proches de Cedar Cay se préparaient au type de destruction que ces tempêtes infligent invariablement. Lorsque les équipes d'évaluation des dégâts ont parcouru la région après le passage d'Irma, elles ont découvert quelque chose qui a coupé court à toutes les conversations. Les rivages, protégés par les récifs d'huîtres restaurés, avaient subi une érosion nettement moins importante que les portions voisines laissées sans protection. En moyenne, l'érosion était réduite de 30 à 40% par rapport aux plages de sable adjacents. La différence se voyait clairement depuis un bateau. Les récifs avaient joué le rôle d'atténuateur naturel des vagues. Leur structure dense, irrégulière et tridimensionnelle, des couches d'huîtres vivantes empilées sur des couches de coquilles, rugueuses et complexes, absorbaient et dissipaient l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent le rivage avec toute leur force. Aucune surface lisse sur laquelle les vagues pourraient glisser. Rien que de la friction, brisant l'élan, réduisant la hauteur, protégeant la terre derrière. Voilà la réalité. Les ingénieurs ont estimé que les récifs avaient évité environ 3 millions de dollars de dégâts sur les propriétés côtières, rien qu'avec Irma. Le coût total du programme de restauration sur 15 ans était d'environ 5 millions de dollars. Les récifs avaient presque remboursé leur coût en une seule tempête. Mais voici quelque chose que les murs de mer ne peuvent tout simplement pas faire. Les murs de mer se fissurent, les enrochements se déplacent, l'acier se corrode, le béton finit par céder. Les récifs d'huîtres, en revanche, se réparent d'eux-mêmes. Les dommages causés par les tempêtes déclenchent une nouvelle colonisation larvaire. Chaque génération successive d'huîtres ajoute de la hauteur et de la complexité structurelle. La barrière devenait plus solide après chaque tempête et non plus fragile. Les ingénieurs côtiers et les décideurs qui avaient rejeté la restauration des huîtres comme un projet de conservation marginal se retrouvaient soudainement face à un problème. Ils n'avaient aucun argument convaincant contre cette approche. Ce qui avait commencé comme une stratégie controversée d'élimination des déchets était discrètement devenu l'un des systèmes de défense côtière les plus rentables jamais documentés sur la côte du Golfe américain. Les données d'Irma ont provoqué une remise en question plus large dans les milieux de la gestion côtière. Pendant des décennies, la réponse par défaut à l'érosion du littoral avait été l'ingénierie lourde. Murs de mer, enrochements, barrières en béton. Ces approches étaient coûteuses à installer, nécessitaient un entretien constant et tombaient souvent en échec dans les conditions de tempête extrêmes. Les résultats obtenus avec les récifs d'huîtres introduisaient une logique concurrente. Laisser la biologie faire le travail structurel. Laisser les organismes qui aménagent les environnements côtiers depuis des millions d'années faire ce pour quoi ils ont évolué. L'écart de coût à lui seul était saisissant. Le blindage traditionnel du littoral coûte généralement des centaines de milliers, voire des millions de dollars par kilomètre. Le programme de récif à Cedar Cay avait atteint une protection contre l'érosion comparable ou supérieure à une fraction du coût, et cette protection s'améliorait chaque année sans investissement supplémentaire. Et la partie la plus extraordinaire était encore en train de se dérouler. Ces structures vivantes qui refusaient de rester immobiles. Au début des années 2020, les récifs de Floride avaient accompli quelque chose qu'aucun récif artificiel de la région n'avait réussi. Ils avaient dépassé leur emprise initiale de manière substantielle et mesurable. Les sites les plus anciens avaient à peu près doublé leur superficie totale depuis le dépôt initial, s'étendant dans toutes les directions à partir des monticules de coquilles d'origine, sans aucune intervention humaine supplémentaire. Le mécanisme était le cycle reproductif de l'huître lui-même. Chaque génération se fixait sur la structure existante, arrivait à maturité, mourait et contribuait en coquille pour la prochaine vague de larves. Accumulation verticale, expansion horizontale. Le récif orchestrait sa propre croissance, génération après génération, sans aucune aide nécessaire. La complexité structurelle avait considérablement augmenté sur 15 ans. Les premiers dépôts n'étaient que des monticules irréguliers de calcium friable. Les récifs vivants qui en avaient émergé étaient architecturalement élaborés.
des profils verticaux, des espaces entre les amas denses d'huîtres, des surplombs, des surfaces entrelacées, créant des dizaines de micro-habitats distincts. Des crabes, des pieuvres, des étoiles de mer et des poissons juvéniles exploitaient simultanément différentes caractéristiques structurelles, pas un simple substrat, mais un véritable écosystème. Et voici ce qui est remarquable. Les chercheurs trouvaient désormais des preuves que les récifs d'huîtres denses séquestrent le carbone organique dans leurs coquilles et les sédiments environnants, piégeant des gaz à effet de serre qui contribueraient autrement à l'acidification des océans et au réchauffement de l'atmosphère. La restauration des huîtres avait commencé à s'intégrer dans les stratégies d'adaptation climatique, non seulement pour la récupération des habitats et la protection des côtes, mais aussi pour la gestion du carbone. L'argument écologique s'était étendu à une dimension climatique, presque par hasard. Les indicateurs de biodiversité sur les sites les plus matures approchèrent désormais les niveaux observés dans les récifs naturels de calcaire intacts. Le golfe se reconstruisait autour de la marée noire. Des tortues marines, en voie de disparition, avaient y fait leur retour. Des dauphins chassaient méthodiquement le long des bordures du récif, exploitant les fortes concentrations de poissons. Le golfe se reconstruisait autour des huîtres, et les huîtres, elles, se reconstruisaient autour du golfe. Les récifs n'agrégeaient pas simplement la vie marine déjà présente. Ils en généraient de nouvelles en permanence, saison après saison, sans aucune aide extérieure. La trajectoire à long terme pointait vers quelque chose que les spécialistes de la restauration affirment rarement: un système autonome ne nécessitant plus aucune intervention humaine. Les dépôts de coquilles, datant de 2007, avaient amorcé un cycle désormais capable de se perpétuer indéfiniment. Chaque huître qui vivait et mourait fournissait un substrat à la génération suivante. Chaque génération étendait l'empreinte du récif. Chaque expansion créait de nouveaux habitats, filtrait davantage d'eau, protégeait davantage de littoral et soutenait encore plus d'espèces. L'intervention avait pris fin. L'écosystème, lui, continuait. Il fonctionnait seul, une dynamique biologique propre, et les données laissaient penser que cela durerait encore des décennies, voire des siècles. Ce résultat était inimaginable en 2007. Il était devenu un fait mesurable au début des années 2020. Est-ce que chaque littoral dans le monde devrait faire de même? Ou bien sommes-nous en train de passer à côté de quelque chose que le golfe s'apprête à nous révéler? Abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo à l'écran, parce que la science sur l'avenir de la restauration ostréicole est encore plus extraordinaire que ce que vous venez de découvrir. Un demi-million de tonnes de coquilles d'huîtres rejetées, abandonnées, déversées dans le golfe sans aucune certitude qu'il en résulterait quoi que ce soit d'utile, et voyez ce qui s'est formé.